Nous allons consacrer la présente vidéo à la troisième partie de la production des rayons X. Comme nous l'avons expliqué dans la vidéo précédente, l'interaction des électrons accélérés avec les atomes de la cible se fait soit sous forme d'une interaction électron-noyau, et ce cas conduit à l'émission de rayonnement de freinage, et le deuxième cas est celui où l'interaction se fait entre l'électron accéléré et un électron des atomes de la cible. Et dans ce cas, nous avons expliqué que l'atome sera excité et pour rétablir son équilibre, il doit y avoir émission d'un rayonnement électromagnétique d'énergie bien précise. Le spectre des rayons X émis par une anticathode à la suite d'un bombardement par un faisceau d'électrons est constitué alors de la superposition de deux types d'émissions. Le rayonnement dit continu, ou bien blanc, ou bien de freinage, qu'on appelle aussi rayonnement Bremsstrahlung, de l'allemand Bremsung qui veut dire freinage et Strahlung qui veut dire rayonnement. Le deuxième type d'émission est celui du rayonnement caractéristique et qui résulte de l'interaction entre un électron incident et l'électron d'un atome de l'anticathode. Le point que nous allons traiter maintenant est celui qui concerne le spectre de Ray. Et comme on l'a vu, c'était le spectre qui résultait de l'interaction de l'électron incident avec les électrons d'un atome de l'anticathode. Lorsqu'on augmente la DDP V0 d'accélération du faisceau électronique de façon suffisante, on voit se superposer au spectre de freinage un spectre discontinu, à savoir un spectre de Ray polychromatique. La figure suivante montre comment on obtient ce spectre pour une anticathode de cuivre, et ce en jouant sur l'augmentation de la tension d'accélération V0. Comme on l'a signalé dans la vidéo précédente, le potentiel minimal V0 qu'il faut régler dans l'appareil et à partir duquel on commence à accéder au domaine des rayons X utilisés en cristallographie, ce potentiel V0 est égal à 6 kV et pour lequel la longueur d'onde minimale est égale à 2,06 angstroms. On rappelle que cette valeur s'obtient en divisant 12,40 sur V0. Si on continue alors à augmenter ce potentiel V0 qui est égal à 6 kV, les raies du spectre caractéristique dont les longueurs d'onde seraient inférieures à 2,06 vont commencer à apparaître. Lorsqu'on arrive au potentiel V0 égal à 8,03 kV, la longueur d'onde correspondante est égale à 1,5443 angstroms. Comme on va le voir dans la suite, cette longueur d'onde est celle de l'une des radiations les plus importantes dans le spectre des diffractions d'une anticathode de cuivre, et la radiation correspondante est appelée, comme on va le voir après, K-alpha 2. Je fais attirer l'attention à cette étape que normalement entre les potentiels V0 est égal à 6 kV et V0 est égal à 8,03 kV, il y a d'autres raies caractéristiques de l'anticathode de cuivre, mais ce sont des raies qu'on n'utilise pas en cristallographie pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Si on augmente maintenant très légèrement le potentiel V0 pour l'établir à 8,06 kV et dont la longueur minimale est égale à 1,5406 angstroms, cette valeur n'est autre que la longueur d'onde de la raie la plus importante dans le spectre de l'anticathode de cuivre, à savoir la radiation K-alpha 1 très utilisée en cristallographie. En continuant à augmenter le potentiel V0, lorsqu'on arrive
à la valeur 8,913 kV, apparaît la troisième raie la plus importante dans le spectre de diffraction de l'anticathode de cuivre, qui est Kβ 3, et dont la longueur d'onde est égale à 1,3925, qui n'est autre que la longueur d'onde minimale pour le potentiel V0 qu'on vient d'afficher. Juste après, la valeur V0 est égale à 8,915 kV, permet l'obtention d'une autre raie importante dans le spectre de diffraction du cuivre, qu'on note Kβ1, et dont la longueur d'onde n'est autre que 1,3922 angstrom. En augmentant ensuite le potentiel d'accélération V0 pour l'établir à la valeur 8,988 kV, on fait apparaître la raie Kγ2 ayant pour longueur d'onde 1,3810, qui n'est autre que la longueur d'onde minimale au potentiel affiché. Et si on augmente encore très légèrement ce potentiel, on tombe sur la dernière raie caractéristique de l'anticathode de cuivre, raie qu'on note Kγ1 et dont l'énergie est la plus importante par rapport à toutes les raies qui l'ont précédée. Finalement, et pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure, même si Kγ1 est la dernière raie qu'on peut observer dans le spectre de diffraction de l'anticathode de cuivre, on va continuer à augmenter le potentiel V0 jusqu'à l'établir à la valeur de 12 kV. Comme on l'a signalé il y a un instant, les raies caractéristiques R de l'anticathode apparaissent chacune pour une DDP VR, à savoir un potentiel d'accélération VR tel que ER, qui est l'énergie cinétique, est égal à HC sur lambda R, est égal à E fois VR. Soit lambda R est égal à HC sur EVR. Avant de continuer, nous faisons remarquer que le matériau de la cible, à savoir de l'anticathode ou anode, doit être très pur pour éviter l'émission de raies parasites. D'un autre côté, nous signalons, comme c'est reporté sur la figure précédente, que l'intensité des raies caractéristiques est plus élevée que celle du fond continu, à savoir celle du spectre de freinage. D'un autre côté, les calculs montrent que l'intensité d'une radiation R croît rapidement avec la tension appliquée V0, suivant une loi voisine de V0-VR à la puissance 1,5. D'un autre côté, lorsqu'on augmente l'intensité du courant de chauffage du filament, l'intensité d'une émission X augmente également. Le nombre de photons X émis augmente, mais son énergie reste inchangée, à savoir que la longueur d'onde ne change pas. D'un autre côté, lorsqu'on augmente le numéro atomique de la cible, l'intensité d'une émission X augmente également, à savoir que lorsque Z augmente, le nombre des électrons des atomes de la cible augmente. Par voie de conséquence, la probabilité est plus élevée de l'interaction électron-électron, ce qui conduit à un nombre de photons X émis important. Et le nombre de photons émis par seconde n'est autre que l'intensité de la radiation. Et finalement, la différence d'intensité des raies est due au fait que le nombre de photons émis par chaque atome de l'anticathode dépend de la position dans l'anticathode de l'atome en question. Nous signalons enfin par l'exemple de cette figure qu'un potentiel V0 donné peut faire apparaître les raies caractéristiques d'une anticathode et que le même potentiel est insuffisant pour faire apparaître les raies caractéristiques d'une anticathode dont le numéro atomique est beaucoup plus élevé.
En effet, dans le cas d'une anticathode de molybdène, le potentiel V0 égale à 50 kV et dont la longueur d'onde minimale est égale à 0,25 angstrom. Donc ce potentiel est suffisant pour faire apparaître les radiations les plus importantes du molybdène, à savoir K-alpha et K-bêta. Alors que le même potentiel 50 kV est insuffisant pour faire apparaître les mêmes radiations pour l'anticathode du tungstène, puisqu'en effet les radiations K-alpha et K-bêta dans le cas du tungstène ont des longueurs d'onde plus courtes que 0,25. Et pour les voir donc, il faut encore augmenter suffisamment le potentiel V0 à une valeur supérieure à 50 kV. Les raies dont on a parlé tout à l'heure et qui sont les raies du spectre caractéristique, à savoir le spectre de raies, donc ces raies correspondent à des transitions permises par la mécanique quantique. Pour comprendre les transitions permises par la mécanique quantique, nous rappelons d'abord la définition des niveaux énergétiques dans un atome donné. Un niveau énergétique principal, défini par le nombre quantique principal n, contient n sous-couches définies chacune par le nombre quantique azimutal ou secondaire L, de telle sorte que L prend n valeurs comprises entre 0 et n-1. D'un autre côté, une sous-couche donnée peut contenir plusieurs niveaux d'énergie très voisines, dont le nombre correspond au nombre de valeurs que peut prendre le nombre quantique interne J. Cette dégénérescence est due au couplage spin-orbite, donc tel que J est égal à L plus S, à savoir L plus ou moins 1,5, avec J supérieur à 0. Dans ces conditions, les sous-couches NS seront alors constituées d'un seul niveau d'énergie défini par J est égal à 1,5. Les sous-couches NP seront alors constituées de deux niveaux d'énergie, J est égal à 1,5 et J est égal à 3,5. Les sous-couches ND seront également constituées de deux niveaux d'énergie, J est égal à 3,5 et J est égal à 5,5. Pour ce qui concerne maintenant les transitions permises prévues par la mécanique quantique, ces transitions sont déterminées par les règles de sélection suivantes. Delta L est égal à plus ou moins 1 et delta J est égal à 0 ou plus ou moins 1. Les transitions telles que delta N est égal à 0, à savoir les transitions dans le même niveau, sont très faibles ou absentes. À titre d'exemple, les transitions des séries K et L pour un atome de cuivre sont reportées sur la figure suivante. Sur cette figure, on a reporté le niveau énergétique de la couche profonde K, les niveaux énergétiques des sous-couches L1, L2, L3, les niveaux énergétiques des 5 sous-niveaux M de M1 à M5 et les niveaux énergétiques des trois sous-couches du niveau N, à savoir la sous-couche N1, N2 et N3. Les flèches orientées vers le bas indiquent les pertes énergétiques que subit un électron quand il transite d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur pour remplacer l'électron qui a été éjecté du niveau inférieur. Et ce sont ces écarts énergétiques qui se traduisent par l'émission d'une radiation d'énergie delta E est égale à H nu égale aussi à Hc sur lambda. De façon particulière, les transitions s'effectuant
de niveau supérieur vers le niveau K constituent ce qu'on appelle les radiations K. Quant aux radiations qui s'effectuent des niveaux M vers les niveaux L1, L2 et L3, constituent ce qu'on appelle les séries de transition L1, L2 et L3. La transition dont l'écart énergétique est le plus élevé est à l'origine de l'émission dans le spectre caractéristique de la radiation qui a la fréquence la plus élevée et par conséquent la longueur d'onde la plus petite. Et d'après cette figure, la transition la plus importante, donc qui va avoir l'énergie la plus élevée et la longueur d'onde la plus courte, est la transition correspondant à gamma 1. Dans le spectre caractéristique, cette radiation sera notée K gamma 1. C'est la radiation que nous avons vue tout à l'heure dans le spectre caractéristique de l'anticathode de cuivre et dont la longueur d'onde est la plus courte. Sur cette figure, la radiation qui a la longueur d'onde juste supérieure à celle de gamma 1 est la radiation K gamma 2 dont la longueur d'onde est égale à 1,381 angstrom. Les radiations qu'on vient de discuter seront suivies successivement par les transitions bêta 1, bêta 2, alpha 1 et alpha 2 qui vont donner lieu aux raies de diffraction K bêta 1, K bêta 3, K alpha 1 et K alpha 2, de telle sorte que les longueurs d'onde correspondantes vont augmenter de la longueur d'onde K bêta 1 jusqu'à la longueur d'onde K alpha 2. En effet, sur le spectre de diffraction de l'anticathode de cuivre que nous avons discuté tout à l'heure, après la radiation gamma 2, on trouve K bêta 1, puis K bêta 3, K alpha 1 et enfin K alpha 2. Les raies dont on a parlé tout à l'heure et qu'on a omis de ce dessin et qui doivent se trouver normalement entre les potentiels d'accélération V0 est égal à 6 kV et V0 est égal à 8,03 kV, une partie de ces radiations correspondent aux transitions L signalées en bleu sur cette figure. La radiation qui sera la plus utilisée en cristallographie est la radiation K alpha 1. Cette radiation n'est pas la plus énergétique comme on vient de l'expliquer, mais elle présente l'avantage d'être la plus intense, comme on le voit sur le spectre de diffraction de l'anticathode de cuivre. Nous verrons dans la vidéo prochaine comment arrêter toutes les radiations et ne laisser passer que K alpha 1 pour les besoins en cristallographie. Pour clore la discussion sur les transitions électroniques dans les atomes d'une anticathode donnée, nous faisons remarquer d'abord que les écarts énergétiques entre les différents niveaux diffèrent d'un atome à un autre. Ainsi, la longueur d'onde d'une raie donnée, K alpha par exemple, n'a pas la même valeur pour deux anticathodes différentes. Le spectre de raie est bien un spectre caractéristique de l'anticathode utilisé. Comme on l'a signalé tout à l'heure, les raies de la série K résultent de la transition d'électrons des couches L, M et N vers la couche K. Et les raies des séries L1, L2 et L3 résultent de la transition d'électrons des couches M et N vers la couche L. Dans une anticathode donnée, les transitions sur la couche K, à savoir la série K, et sur les niveaux L, à savoir les séries L1, L2 et L3, sont les plus importantes. Les raies L ont des intensités comparables à celles des raies K, mais leurs longueurs d'onde sont élevées et de ce fait, elles ne sont pas utilisables en cristallographie.
Dans la notation des transitions électroniques et par conséquent la notation des radiations caractéristiques, les indices alpha, bêta, gamma et 1, 2, 3, etc. des raies caractéristiques sont utilisés pour différencier entre les intensités relatives de ces raies. Ainsi, par convention, les intensités relatives des raies caractéristiques décroissent dans le sens alpha, bêta, gamma et 1, 2, 3. Ainsi, par exemple, sur cette figure, on voit bien que les radiations alpha sont plus intenses que les radiations bêta, elles-mêmes plus intenses que les radiations gamma. Et entre les radiations K-alpha, c'est K-alpha 1 qui est plus importante que K-alpha 2. De même, K-bêta 1 est plus importante que K-bêta 3. De même, K-gamma 1 est plus intense que K-gamma 2. D'un autre côté, une raie qui résulte de la transition d'un électron d'un niveau où il y a beaucoup d'électrons est plus intense que celle qui résulte de la transition d'un électron d'un niveau où il y a moins d'électrons. Ainsi, par exemple, la raie K-alpha 1 qui résulte de la transition des électrons du niveau L3 sur le niveau K est 2 fois plus intense que la radiation K-alpha 2 qui résulte de la transition des électrons du niveau L2 sur le niveau K. Et ceci puisque le niveau L3 contient 4 électrons alors que le niveau L2 n'en contient que 2. D'un autre côté, pour bien exploiter le spectre de raies dans les applications cristallographiques, il faut veiller, lors de la production des rayons X, à maximiser le rapport de l'intensité de la raie caractéristique, intensité, comme on l'a vu précédemment, qui est proportionnelle à V0 moins VR à la puissance 1/1000, sur l'intensité du spectre continu, l'intensité est proportionnelle à V0 au carré. Pour arriver à cette fin, V0 doit être choisi de telle sorte que V0 est égal 2 fois VR. V0 est égal 2 VR est la valeur qui permet de maximiser le rapport V0 moins VR à la puissance 1,5 sur V0 au carré fois V0. Le dernier V0 a un lien avec la puissance V0i. D'un autre côté, les fréquences nues des raies caractéristiques obéissent à la loi empirique suivante établie par Moseley en 1913, à savoir nu est égal à A facteur de Z moins sigma au carré. Sigma est le coefficient d'écran qui tient compte du fait que les électrons du cortège électronique de l'atome et qui se trouve entre l'électron déplacé et le noyau font écran sur l'électron déplacé. L'attraction du noyau sur l'électron considéré se trouve diminuée. A est une constante et A et sigma ont les mêmes valeurs pour toutes les raies d'une série d'émissions données. Quant à Z, c'est le numéro atomique de l'anticathode. À titre d'exemple, pour les éléments allant de Z est égal 20 à 30, on trouve pour les raies K la relation suivante. Dans cette formule, RH est la constante de Rydberg et C la vitesse de la lumière. Nous signalons enfin que pour une anticathode donnée, caractérisée donc par les valeurs de Z et de VR, l'utilisation du spectre de raies, à savoir le spectre caractéristique, nécessite l'application de la condition V0 est égal de VR, et ce comme on l'a signalé tout à l'heure.
Quant à l'utilisation du spectre continu, elle nécessite l'application de la condition V0 inférieure à VR. Si on revient au diagramme énergétique de l'anticathode de cuivre, nous faisons remarquer que les radiations les plus énergétiques gamma 1 et gamma 2 forment un doublet. Il en est de même pour les radiations bêta 1 et bêta 3, et c'est la même chose aussi pour les radiations alpha 1 et alpha 2. Ceci se voit de façon très nette sur les pics de diffraction sur le spectre caractéristique de l'anticathode du cuivre. En effet, sur ce spectre, on voit bien que K gamma 1 et K gamma 2 forment un doublet, et il en est de même pour K bêta 1 et K bêta 2, et c'est la même chose également pour le doublet K alpha 1 et K alpha 2. Sur cette figure, on voit bien que les transitions gamma 1 et gamma 2 sont très proches l'une de l'autre, puisque l'écart entre les niveaux N2 et N3, d'où partent ces transitions, donc cet écart est très faible. La conséquence est qu'il n'y a pas de moyen actuellement pour séparer les radiations K gamma 1 et K gamma 2. L'impossibilité de séparer les radiations est également vraie pour les radiations K bêta 1 et K bêta 3. Quant au troisième doublet K alpha 1 et K alpha 2, il y a actuellement des appareils dont la résolution est très élevée et qui arrivent à séparer les deux radiations pour n'en garder que K alpha 1, dont on a besoin pour les utilisations en cristallographie. Le point que nous allons discuter maintenant est celui de l'interprétation du spectre de Ray. Lorsque l'énergie des électrons projectiles est assez élevée, cette énergie est produite en fonction du nombre Z d'électrons de la cible. Une partie de cette énergie peut servir à l'augmentation de l'énergie potentielle des atomes de l'anticathode, comme on l'a expliqué tout à l'heure. En effet, l'électron ou les électrons d'un niveau énergétique N1 d'un atome de l'anticathode peut absorber de l'énergie incidente en quantité suffisante pour passer sur des niveaux d'énergie supérieurs. L'atome concerné n'est plus alors à l'état fondamental, mais passe plutôt à un état excité dont la durée de vie est assez faible, de l'ordre de 10-16 secondes. Pour le rétablissement de l'équilibre au niveau de l'atome, l'électron éjecté va être remplacé par un électron d'une couche externe N2. Dans cette opération, l'électron qui va remplacer l'électron éjecté va perdre l'énergie. Delta E est égal à l'énergie finale En1 moins l'énergie initiale En2. Donc cet écart énergétique est faible et cette perte va se faire sous l'une ou l'autre des deux formes suivantes. Une perte sous forme d'un rayonnement X caractéristique ou bien sous forme d'électrons OG. Dans le cas du rayonnement X caractéristique, la différence énergétique ΔE est émise sous forme d'un photon d'énergie ΔE est égal à H nu est égal à Hc sur lambda et de longueur d'onde lambda égale donc à Hc sur ΔE. Le rayonnement émis est dit rayonnement X primaire, puisque le rayonnement incident est électronique. Nous faisons remarquer que le phénomène d'émission qu'on vient d'expliquer peut avoir lieu aussi si le rayonnement incident est lui-même un rayonnement électromagnétique, rayonnement X ou gamma. Dans ce cas, le rayonnement émis est appelé rayonnement X secondaire ou de fluorescence.
Pour ce qui concerne maintenant le cas de l'émission des électrons Auger, au lieu d'être libérés sous forme de rayonnement X, l'énergie ΔE, donc libérée lors du retour de l'atome à l'état fondamental, peut servir à exciter un deuxième électron d'un niveau N3, et dont l'énergie EN3 doit être inférieure à ΔE. La différence d'énergie ΔE moins EN3 est acquise par l'électron éjecté sous forme d'énergie cinétique. La transition se fait donc sans émission de radiation, et le phénomène qui vient d'être décrit est appelé conversion interne ou effet Auger, décrit par le physicien Auger en 1925. Et le deuxième électron excité est appelé électron Auger. L'effet Auger met donc en jeu trois niveaux d'énergie. Le premier niveau est le niveau N1, d'où a été éjecté le premier électron, appelé électron secondaire, le primaire étant l'électron projectile, à savoir l'électron qui venait du filament de tungstène dans le tube de production des rayons X. Le niveau N2, d'où part vers N1 l'électron qui rétablit l'équilibre, et il ne s'agit pas nécessairement de l'électron secondaire. Et le troisième niveau est le niveau N3, et c'est le niveau d'où est éjecté l'électron Auger. Nous faisons remarquer que la transition N2 vers N1 peut être une transition non autorisée dans le cas de l'émission des rayons X, comme la transition L1 vers K où ΔL est égal à 0. D'un autre côté, la notation de la transition Auger fait apparaître les trois niveaux ayant contribué à l'excitation de l'électron Auger, à savoir les niveaux N1, N2 et N3. Ainsi, par exemple, on parlera de la transition KL1, L3 ou de la transition L1, L3, M5. La transition KL1, L3 peut être schématisée par la figure suivante. Sur la figure de gauche, on mentionne le niveau K, d'où l'électron a été éjecté. La figure de droite montre que l'électron vacant au niveau K va être remplacé par un électron du niveau L1 et l'énergie émise lors de cette transition ne va pas être émise sous forme d'un rayonnement comme dans le cas des raies caractéristiques, mais cette énergie va être communiquée à un électron du niveau L3 qui va transiter à son tour vers les niveaux supérieurs du fait de l'augmentation de son énergie. C'est cet électron éjecté qu'on appelle électron Auger et il s'appelle l'électron KL1L3. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.